Bonjour Héloïse Goua. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Au sommaire de votre journal des médias. La papesse de la télé-réalité française lance son émission politique sur YouTube. Les Européens inquiets de leur empreinte numérique. Et puis Jean-Pierre Elkabbach nous fera remonter le temps avec un reportage tourné en Inde il y a près de 50 ans. Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier. En tête, TF1 avec un lancement plutôt moyen pour la série Une si longue nuit, la série policière avec Mathilde Seigné et Jean-Pierre Daroussin. 3 530 000 téléspectateurs, soit 16,8% de part d'audience. Derrière, en deuxième place, France 3. Un joli score pour le film Un long dimanche de fiançailles qui était diffusé en hommage à Gaspard Ulliel. 2 540 000 téléspectateurs. C'est 13,4% du public devant sa télévision. Et puis M6 en chute libre avec sa série Why Women Kill. C'était déjà un niveau faible la semaine dernière. Et hier soir, ils étaient 1 750 000 téléspectateurs devant cette série. Culture Média. On ouvre ce journal des médias avec une star de l'influence et de la télé-réalité qui lance son émission politique. Eh oui, elle s'appelle Magali Berda. Alors son nom ne vous dit peut-être rien, mais c'est pourtant la papesse de la télé-réalité en France. Elle est notamment l'agent de Nabila. Elle est aussi la créatrice et la directrice de Shona Events, l'agence la plus puissante d'influenceurs en France. Avec près d'1 million d'abonnés sur Instagram et des vidéos qui cumulent des centaines de milliers de vues sur YouTube, Magali Berda débarque là où ses abonnés ne l'attendaient pas forcément, l'interview politique. L'influenceuse va lancer dimanche sa propre émission sur YouTube. Parmi ses objectifs, partir à la rencontre de tous les candidats à l'élection présidentielle de 2022. Magali Berda raconte à notre micro pourquoi elle a souhaité réaliser cette série d'interviews politiques. Comme je ne comprends rien à la politique, je veux vulgariser la politique et je veux vraiment qu'elle soit accessible à tous, notamment aux gens comme moi, pour après prendre la bonne décision et savoir pour qui je vais voter. L'objectif de faire ces vidéos, c'est vraiment d'emmener avec moi les gens dans une démarche citoyenne. Vous verrez peut-être les hommes politiques d'une manière différente. Pour cette émission, Magali Berda suivra donc chaque candidat pendant une journée, tout en lui posant des questions qu'elle qualifie elle-même de neutres et d'accessibles. Lors de cette journée, elle interrogera aussi les partisans et l'entourage du candidat. Une émission qui présentera, selon elle, un intérêt très important pour les candidats. Les gens se rendent compte qu'on a une force de communication qui est juste énorme. C'est vraiment aujourd'hui pour moi les réseaux sociaux qui ont la plus grande force de com. Quand on veut être président de la République, on doit être le président de tout le monde et pas le président que de ceux qui ont l'intelligence ou la capacité à comprendre un discours politique. Je pense que nous, on est des citoyens comme les autres et qu'on a aussi besoin de comprendre. Et c'est ce que j'ai expliqué aux différents chargés de com quand je les ai contactés, qui a été plutôt bien pris puisque j'ai eu pas mal d'accords. Et donc vous verrez, je vais essayer de vraiment tous les faire. Pour le premier épisode, c'est avec Éric Zemmour que l'influenceuse a décidé de lancer son programme. Voici un extrait de cette interview en exclusivité pour Culture Média. Le candidat lui répond à une question que beaucoup de ses abonnés se posent. Il est question de racisme. On dit souvent que vous êtes raciste. Des gens disent ça. Vous avez envie de leur dire quoi ? Vous êtes dans le plus beau pays du monde, avec un pays avec un peuple qui est sans doute le moins raciste de la Terre. Parce que justement, il accepte tout le monde, quelle que soit son origine. La seule exigence qu'il ait, c'est devenez comme nous, vivez comme nous. Donc vivez comme des Français. L'intégralité de cette interview sera diffusée dimanche à 10h sur le compte YouTube de Magali Berda. On continue avec une information qui concerne le numérique. La plupart, faut pas dire la grande majorité des Européens sont inquiets des traces qu'ils laissent sur Internet. Alors 79% des Français aimeraient effacer définitivement des contenus postés sur leurs réseaux sociaux. C'est une étude de Kaspersky, un site qui propose des solutions de cybersécurité. Et pour cette étude, Kaspersky a interrogé plus de 8500 personnes de plus de 16 ans dans 11 pays européens. Et c'est la génération Z qui est la plus concernée par ce sujet. 86% des jeunes nés entre 1997 et 2010 aimeraient avoir une baguette magique capable d'effacer des photos ou des propos embarrassants. Une baguette magique qui ne fait rêver que, et c'est déjà pas mal, 70% des plus de 35 ans. Ces chiffres s'expliquent en partie par les conséquences néfastes que peuvent avoir certaines publications pour le monde du travail. 30% des sondés admettent que des propos ou des photos postées sur les réseaux sociaux ont déjà nui à leur carrière. Parmi les publications les plus embarrassantes, 46% des Français estiment que les messages désobligeants à l'égard des personnes handicapées sont les plus préjudiciables pour leurs relations personnelles et leurs perspectives d'emploi.
Et puis un autre chiffre étonnant révélé par cette étude, 38% des Européens manifestent plus d'inquiétude que de tranquillité à l'idée de laisser leurs identifiants de connexion dans leur testament. Autrement dit, 38% des citoyens craignent la survie de leurs réseaux sociaux après leur mort. Dans l'actualité des médias également, The Voice, l'émission qui annonce des nouveautés pour sa prochaine saison. Oui, la fin de l'étape des chaos, l'arrivée des Super Cross Battle et un rôle secret, mais tout de même dévoilé, pour Nolwenn Leroy. La production de The Voice a dévoilé hier les nouvelles règles de cette 11e saison qui sera bientôt diffusée sur TF1. Alors le jury, lui, ne change pas. Il sera toujours composé d'Amel Bent, de Florent Pagny, de Marc Lavoine et de Vianney. L'arrivée de Nolwenn Leroy dans l'émission avait déjà été annoncée en décembre, mais on sait désormais précisément quel sera le rôle de la chanteuse. Repêcher en secret 4 candidats qui n'ont pas été retenus par le reste du jury pendant les auditions à l'aveugle. Ces 4 candidats sauvés in extremis seront coachés en 2 duels par Nolwenn Leroy, toujours en secret, c'est-à-dire dans le dos du jury. Et la chanteuse désignera elle-même les 2 gagnants de ces battles, des gagnants qui, surprise, pourront réintégrer l'aventure auprès des 4 coachs. Parmi les autres nouveautés, la fin de l'épreuve des chaos dans laquelle les coachs devaient éliminer l'un de leurs talents. Ces chaos laissent donc la place aux Cross Battles et aux Super Cross Battles, une nouvelle étape qui donnera lieu à un épisode spécial. Le public pourra départager les chouchous des coachs. Les candidats seront élus pour accéder directement aux demi-finales. Alors pas encore de date dévoilée, mais cette nouvelle saison de The Voice devrait commencer très prochainement sur TF1. Et on termine ce journal des médias en remontant le temps. LCP, la chaîne parlementaire, diffuse un reportage de Jean-Pierre Elkabbach, tourné il y a près de 50 ans. Oui, et ce sera diffusé, ou plutôt rediffusé, du coup, dans l'émission Rambobina, présentée par Patrick Cohen. Ce reportage, diffusé pour la première fois en février 1973 dans le magazine Actuel 2, sur la 2e chaîne de l'ERTF, nous emmène à Auroville. Auroville, c'est une cité née en Inde en 1968 et qui avait pour ambition de créer une société harmonieuse, sans argent, sans loi et donc sans inégalité. À l'époque où il décide de partir faire ce reportage, Jean-Pierre Elkabbach a 36 ans et le journaliste explique ce qui l'avait motivé pour partir à la découverte de cette nouvelle cité d'Auroville avec Nicole Avril, cette écrivaine qui deviendra sa femme. D'abord, j'ai pas le mérite de la découverte. Elle revient à l'écrivain Nicole Avril. C'était au fond notre première rencontre et le premier voyage ensemble. Elle avait connu, elle, l'architecte français qui croyait à Auroville avec une passion qui était presque mystique. Et Nicole Avril nous avait convaincus qu'il fallait nous intéresser à cette ville qui se présentait une ville de l'harmonie, de la liberté, de la réconciliation des êtres. Sur place, Jean-Pierre Elkabbach observe pendant 3 semaines le fonctionnement de cette ville fascinante et mystérieuse qui à cette époque est à peine sortie du sol. Il nous raconte ce qui l'a le plus marqué lors du tournage. Ce qui nous avait frappé, c'était le début de quelque chose sur place, la passion, le fait que vous voyiez travailler des jeunes qui venaient de Palestine ou d'Israël et qui travaillaient ensemble. Des gens qui venaient de toute l'Europe avec la conviction qu'ils allaient dépasser la vie quotidienne, la vie ordinaire, banale, et qu'ils avaient trouvé un sens à leur vie. Et c'est ça qui reste vivant, auquel je pense souvent et que j'ai retrouvé avec une certaine émotion, et Nicole Avril aussi avec moi, que nous avons vu si longtemps après ce documentaire. Cette rediffusion 50 ans plus tard est d'autant plus intéressante qu'aujourd'hui, Auroville existe toujours. Alors, la ville a bien changé, elle s'étend désormais sur 2000 hectares. Des centaines de milliers d'arbres y ont poussé. La cité utopiste est toujours régie par ses propres lois et elle compte aujourd'hui plus de 3000 habitants issus des 4 coins du monde. Pour voir ce reportage passionnant sur les débuts d'Auroville, ça se passe dimanche à 21h sur la chaîne parlementaire. LCP, le canal 13 de la TNT. Merci beaucoup Héloïse Goua. Ces infos à retrouver avec les autres sur notre newsletter média. C'est gratuit, c'est sur europe1.fr. À lundi, Héloïse, pour un nouveau journal des médias. Bon week-end.